90% des gens qui vont écouter ce podcast connaissent évidemment l'affaire. On va mettre les pieds dans le plat. La tagline qui reste dans les têtes de tout le monde, c'est 3 millions d'euros ont disparu, Oussama s'en est emparé. Pourquoi ce silence depuis 2 ans maintenant? J'en parlerai pas publiquement, pour une raison simple en fait. Il y a eu un silence, alors qu'on savait très bien que c'était le sujet numéro 1 dans les couloirs. Il a détourné des fonds pile au moment qui était le moment le plus difficile pour The Family. 10 ans de vie, 3 millions, c'est quand même pas grand chose par rapport à tout ce que j'ai créé. Cet argent a été investi par plus de 200 personnes. The Family essaie de faire croire que c'est une affaire entre les investisseurs et moi. Non, aucune de ces personnes n'a un contrat signé par moi avec moi. Abus de confiance, faux et usage de faux, blanchiment en bande organisée. Les gens qui ont envie de penser que je suis un escroc, eh bah, welcome. Il faut pas écouter ce qu'il dit, il faut regarder ce qu'il fait. Ils ont envie de raconter l'histoire, qu'ils sont innocents, que je sais pas quoi, etc. Très bien, c'est un juge de le dire. Si là je suis là avec toi et que je t'ai dit oui pour cette rencontre et ce podcast, c'est parce qu'on a obtenu pour la première fois une décision de justice demandant à Oussama Ammar de verser 1 300 000 € à l'entité qui l'avait lésé. Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2, il s'agit de Weglot. Weglot, c'est une solution de traduction de site web no-code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Weglot traduit et affiche tous les contenus de ton site. Ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant, traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipes marketing. Nous, par exemple, on l'utilise pour notre site lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Poney Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Weglot affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine bien entendu, et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Weglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde, avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, Ecovadis, Pigment, Silver et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit, et ensuite profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15. SANDWICH 15 avec le code sandwich 15, du coup 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. Non, bah écoute, on y va parce que ça fait du coup longtemps qu'on doit faire ce podcast ensemble, Alice, parce que pour dire aux gens, là on est en janvier 2024. Moi j'ai décidé de faire le podcast l'été dernier, donc tu faisais partie de la liste des gens que j'avais invités, mais du coup tu pouvais pas encore trop parler. Et c'est vrai que ça fait, je sais pas, moins 2 ans qu'on t'a pas entendu. Donc du coup, tu es un peu là aussi pour nous expliquer pourquoi, nous dire comment tu vas et quelles sont un petit peu les news côté The Family, évidemment du côté de l'affaire dont on va évidemment parler parce que c'est pour ça que tu es connecté, petit enculé. et je pense que voilà, comment tu vas et pourquoi on t'a pas entendu depuis 2 ans? Déjà, merci Hugo, vraiment, de m'inviter. Je suis ravie d'avoir cet échange avec toi. Ça fait 2 ans que, effectivement, on est dans le silence via The Family parce que on a traversé une crise difficile, une crise grave, et que dans ce genre de crise, en fait, le meilleur conseil que les conseillers en com de crise te donnent, c'est de te taire. Donc, vous vous taisez depuis 2 ans, c'est quand que ça a éclaté vraiment? Alors, tu te tais parce que tout ce que tu vas dire pourrait être retenu contre toi. Et dans notre affaire en particulier, tu te tais parce que en face, tu as quelqu'un qui est tellement bavard qu'il ne faut pas rentrer dans alimenter la machine et être dans la guéguerre, c'est stérile. Surtout que vu le nombre de mensonges qu'il raconte, on perdrait trop de temps à devoir rétablir les faits et la vérité. Donc, on rentrait même pas là-dedans et on avait à se concentrer sur 2 missions qui étaient d'une part la poursuite des dossiers judiciaires. Et ça, on va en parler, c'était quand même un travail énorme. Et d'autre part, la survie de la boîte, prendre soin des startups. Voilà, donc ça c'était les 2 grandes missions. Là, je suis avec toi, je suis contente de pouvoir commencer un peu à reprendre, tu vois, de manière plus spontanée les discussions, la parole, etc. Parce qu'on a obtenu, pour la première fois, une décision de justice. Il y a eu un procès qui a eu lieu aux îles Caïmans.
Et en décembre 2023, une condamnation donc, qui a été donnée demandant à Oussama Ammar de verser 7 300 000 € à l'entité qu'il avait lésée. Et cette entité... Donc il y a un SPV, hein, c'est ça? C'est, pour être totalement précise, un Segregated Portfolio Company. C'est-à-dire que c'est une structure qui assemble plusieurs SPV. Ok. D'accord? Et cette société elle s'appelle toujours The Family Global Godfathers. Il avait décidé de la créer de son propre chef. Désolée, je rigole, je ne devrais pas rigoler, mais parce que c'est nerveux. C'est qu'il avait décidé de choisir cette juridiction et aujourd'hui, il méprise... La juridiction des îles Caïmans. Oui, ouais, cette juridiction-là. Et il a, donc, via cette structure, reçu 3,4 millions qui ont été investis par plus de 200 personnes et qui étaient censés aller dans des startups. Stripe, ouais, Airbnb, SpaceX, entre autres. Ouais, ok. Entre autres. Et donc, tu as 3,4 millions qui étaient investis, qui ont été détournés. Et le juge, la décision de justice a été de dire, non seulement il doit rembourser ces 3,4 millions, mais il y a aussi les 3,9 millions qui correspondent à la perte de gain. Donc, ce qui fait 7,3 millions. Okay. Voilà. C'est une décision importante. On peut quand même s'arrêter 2 secondes là-dessus. D'abord parce que c'était le premier procès sur le fond du dossier. Donc, tu vois, ce qui permet un peu de respirer. Ça y est, il y a une décision de justice. Donc, ça, c'était vraiment pour nous important. C'est un chapitre qui se clôture, mais on n'est pas arrivé encore à la fin. Il y a encore d'autres procès qui vont arriver. Ça, on peut en parler aussi. Mais pourquoi c'est une décision importante? Parce que cette structure qui s'appelle The Family Global Godfathers, elle a été rétablie dans ses droits. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de la malversation, il y a une reconnaissance de l'auteur et il y a une reconnaissance du préjudice porté à la société et à ses actionnaires. Donc ça, c'est important. Tu vois, la justice, elle fait du bien parce qu'elle rétablit de l'ordre. C'est important aussi, je pense, comme message qui est envoyé pour les gens de l'écosystème start-up, parce que ça dit on ne peut pas faire n'importe quoi comme on veut. Un dirigeant qui détourne des fonds, il est sanctionné. Voilà, il y a une loi au-dessus des hommes. Et cette décision, du coup, elle est définitive? C'est une décision tout à fait qui est définitive parce que lui, il a décidé de ne pas faire appel. Okay. Dans son mépris pour cette juridiction, qui est quand même culottée, parce que je te le rappelle, il a décidé de créer la structure au Caïman. Il a décidé de ne pas se présenter, il a décidé de ne pas faire appel, et il a décidé de dire que ça n'avait aucune importance. C'est que c'était une juridiction de pacotille. C'est pas une juridiction de pacotille, les îles Caïmans. Quand tu fais de l'investissement et quand tu es dans les startups, c'est un environnement qui est connu, respecté. Tu vois, si tu prends juste dans les startups Y Combinator, ils acceptent des startups qui sont incorporées dans 4 pays, dont les îles Caïmans. Tu as les US, le Canada, Singapour et les îles Caïmans. Et sur le plan des places financières dans le monde, c'est un endroit qui fait partie des 20 premières places. Okay. Et c'est un territoire britannique d'outre-mer. Donc, culturellement, c'est proche des pays avec lesquels tu travailles quand tu es dans l'investissement et dans les startups, à savoir les États-Unis et l'Angleterre. Donc, c'est une juridiction qui est prise au sérieux par ces pays. Okay. Voilà, donc sachant qu'en plus, on a le prochain procès qui va se passer à Londres, là où est notre société mère. Moi, dans ce que j'ai entendu, la manière dont je l'ai entendu parler, j'ai l'impression qu'il s'en cache même pas. En fait, lui, limite, ce qu'il dit, c'est « Oui, je les ai pris, mais on me les devait, en fait ». Non, je ne sais pas si tu as un peu ressenti ça comme ça. Écoute, en vrai, pour être totalement honnête avec toi, moi, je ne regarde pas ces vidéos. Oh, mais celle qu'il faisait au début, quand il a repris la parole. Ouais, non, mais même, tu vois, non, parce que moi, j'ai vu ce qu'il a fait. Encore une fois, si tu écoutes ce que ce garçon dit, tu n'as pas accès à la vérité. Si tu regardes ce qu'il fait, là, tu comprends. Ouais. Et ensuite, il faut s'en tenir à ce que dit la justice. Vraiment, je sais que c'est normal d'ailleurs, on ne peut pas imaginer, je pense que le commun des mortels ne peut pas imaginer que quelqu'un soit aussi à l'aise dans le mensonge. Normalement, tu as un truc qui s'appelle l'intégrité, qui fait que tu te dis « Ah là, c'est pas possible, je ne peux pas dire des choses aussi fausses ».
Tu vois, il y a un truc qui te rappelle à l'ordre, c'est intérieur. Parce que ça, moi, de mémoire, il y avait trois procès différents. Donc celui aux îles Caïmans, du coup, dont la décision a été prise là en décembre, là, comme tu le disais. Le procès UK, je crois que c'est en fin d'année, c'est ça? En novembre 2024 aura lieu le procès au UK qui concerne d'autres fonds qui ont été détournés par Oussama Ammar et qui sont également des SPV, tu vois. Donc, on va dire le gros des détournements, il était au Caïman. Là, c'est une autre partie des détournements qui aura lieu à Londres. Et en France aussi, il y a des plaintes qui ont été déposées. Une plainte au pénal à Paris pour abus de confiance, faux et usage de faux. Et il y a un juge d'instruction qui vient d'être nommé. Okay. Une plainte à Lisieux. Et là, c'est pour blanchiment en bande organisée. Et une plainte, on a saisi le tribunal de commerce pour essayer d'empêcher, de protéger un des actifs qui est le petit manoir du domaine d'Ablon. Oui. Ouais. Alors, ça, on peut en parler, c'est qu'en fait, en partie, les détournements ont servi à la construction d'un petit manoir dont il a fait la publicité sur les réseaux sociaux. Et alors, c'est un sketch, le truc, parce qu'on a découvert ensuite qu'il n'avait pas de permis de construire, que c'était sur une zone dite agricole, donc en fait une zone où tu ne peux pas construire normalement ce genre de gîte de luxe. Et que il y a déjà, cette construction fait l'objet d'un arrêté de démolition et que la communauté de communes de Honfleur a porté plainte pour infraction au code de l'urbanisme. Ok. Ok. Et ça, je crois que j'en avais entendu parler. Voilà. Alors, je ne suis pas allé dans le fond de l'histoire, mais j'en avais entendu parler. Ouais. Voilà, donc ça, c'est pour te décrire un peu le judiciaire qui arrive. Mais on est content, effectivement, de cette décision. Maintenant, ce n'est pas du tout terminé. La route est encore longue parce qu'il y a cet ensemble de procédures que je viens de te raconter qu'il faut encore... Oui, il y en a encore pour 2 ans minimum, quoi. Ouais. Globalement. Minimum. Mais le gros du travail et peut-être de la charge mentale et du pain dans tout ça, on va dire, il est peut-être plus derrière toi maintenant. On peut dire ça ou pas? On peut quand même commencer à travailler beaucoup plus sereinement. Parce que notamment, je t'ai vu renvoyer des mails, je t'ai vu qu'il y a des dîners qui vont être relancés. Je crois, moi, j'ai des potes qui sont dans votre portefeuille qui, de nouveau, ont des one-to-one avec toi. Donc, j'ai l'impression, alors, je ne vais pas dire que ça reprend ta routine normale, parce que c'est encore loin d'être normal, on va dire. Ouais, on est toujours dans la frais, ouais. Non, mais du coup, il y a des choses cool qui arrivent. Non, il y a des trucs très cool qui arrivent. Et en fait, quand je te disais, on reprend le travail sereinement, à la fois parce qu'il y a eu cette décision judiciaire, mais aussi parce qu'en parallèle, donc ça c'est quand même, j'en profite pour dire, c'est le résultat du travail de Nicolas Collin avec l'équipe, avec Jean-Jacques Augier, avec moi, mais c'est vraiment lui qui a l'idée toutes les procédures judiciaires, qui a nourri nos différents avocats, qui a rassemblé les preuves, un travail qui est colossal. Voilà, je tiens à le dire parce que vraiment il s'est vachement donné, quoi. Et c'est une chance de pouvoir travailler avec lui. Et là où on est plus serein, c'est que si tu veux, aussi, il y avait une épée de Damoclès, parce que quand tu traverses une crise comme ça, évidemment, le board, tu vois, on n'est pas seul aux manettes, il y a un board avec un actionnaire majoritaire, avec Jean-Jacques Augier, etc. Et là, tu as une personne clé qui est accusée de malversation. Il y avait la possibilité de devoir liquider le portefeuille d'un coup d'un seul dans un climat où les startups, les valos sont au plus bas. Et quand c'est comme ça, en plus, il y a des systèmes de décote. Enfin, vous n'auriez pas été gagnant de cette opération, quoi. Quand c'est comme ça, les mecs te proposent 70% de décote de la valeur de ton portefeuille. J'allais te dire 50%, mais ouais, ça peut être encore pire. Voire pire. Même encore 70%, c'est pas dégueu. Tu vois. Et donc ça a été, c'était quelque chose qui était potentiellement envisageable, qui était là, qui mettait la pression pendant plus d'un an et demi. Ouais. Ok, donc ça vous avez évité.
Donc ça, on a passé ce cap-là, on n'est plus là-dedans. Maintenant, on est sereinement en train d'essayer de faire fructifier ce portefeuille dans le plaisir, dans les rencontres. Effectivement, tu parlais des newsletters, on a relancé les dîners mensuels. Moi, si tu veux, j'ai essayé de jamais lâcher le lien avec les entrepreneurs. Après, ce qui était compliqué, c'est que les entrepreneurs, si tu veux, ils sont... Bon, la plupart des entrepreneurs de famille, ils ont quand même passé un certain cap, d'accord ? Donc, ils sont assez, on va dire, lancés. Il y en a une petite frange qui, quand même, a encore beaucoup de besoins. Et il faut l'énergie pour ça, quoi. Est-ce que vous en avez donc un peu plus de 100 en portefeuille, hein, c'est ça que peut-être pour rappeler en 10 secondes ce que The Family fait. Hein. The Family, c'est un accélérateur. Donc le but, c'est que vous faites venir des startups very early. Et donc vous avez des très beaux noms dans le portefeuille. Hein. Payfit, Algolia. Vous aviez également une partie un peu startup studio, avec, par exemple avec nous, avec Kimono et d'autres boîtes. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils vous donnent quelques shares, donc entre 1, 2, 3, 4, 5% dès le départ. Et vous, votre but, du coup, c'est de faire fructifier ces quelques shares. Et le business model, c'est évidemment un exit lors d'une revente ou lors d'une série B, série C, série D, où en général, il y a peut-être parfois un peu de ménage qui est fait dans la table de capitalisation. Ouais, exactement. Si je dis pas de bêtises, c'est à peu près ça. Super pitch, bravo Hugo, tu déchires. Je crois que je l'ai quand même beaucoup entendu ces 7 dernières années, donc c'est pour ça. Et donc là, tu veux dire que maintenant, ton actualité, avec toujours quand même ces histoires judiciaires qui vont continuer en fil rouge, même si j'ai l'impression que le gros du travail est passé, ça va être le pouvoir de reprendre ce travail opérationnel qui est d'accompagner et d'accélérer. Ouais, c'est de prendre du plaisir dans l'accompagnement de ce portefeuille, de l'aider, tu vois, à grandir. On n'en parle pas beaucoup de ça, parce que, si tu veux, moi, c'est un métier que je découvre, en fait, parce qu'avant, je m'occupais de tout The Family qui était beaucoup plus large que ça. Donc, tu avais de l'événementiel, tu avais tout un aspect éducation, qui n'a plus lieu d'être. Et ça, si tu veux, on peut en parler aussi, je pense. Après, mais là, si tu veux, c'est vraiment de la gestion de portefeuille. Ce qui est sympa dans ma place à moi, c'est que je suis un peu le good cop, parce que je suis pas un investisseur qui a mis de l'argent et qui potentiellement pourrait en remettre. Je suis quelqu'un qui a mouillé le maillot dans les vraiment tout premiers jours. Donc, en fait, on partage des souvenirs et ils n'ont pas d'enjeu à me raconter des bobards pour que je réinvestisse. Donc, la relation est saine. De ce point de vue-là, c'est assez agréable. C'est assez inédit parce qu'il n'y a pas d'autre structure qui est comme ça, tu vois. Enfin, c'est rare, en fait. On ne peut pas vraiment se comparer à un fonds d'investissement qui gère un portefeuille. Et un fonds d'investissement, eux, ils ont ce qu'on appelle des LP qui créent une certaine pression où, au bout de 5 ans, tu dois renvoyer à X fois l'argent investi au départ. Nous, on a moins ça. Et donc, on peut accompagner de manière plus sereine et sur le long terme. Et encore une fois, parce que la conjoncture, elle est tellement difficile pour les valorisations des startups, c'est tant mieux qu'on n'ait pas cette pression de devoir liquider. Donc, c'est une position assez agréable. Et ce qui est intéressant dans ce métier, si tu veux, que je découvre, c'est que tu as ton top. Le top, en fait, il n'a pas besoin de toi et il exitera comme il le souhaitera, en fait. Et aussi, les choses s'organiseront. Ouais. Et puis, tu as le ventre mou. Et le ventre mou, c'est des boîtes qui peuvent valoir des tout petits prix, 250 000 € jusqu'à 10 millions. Et on va dire que ça, c'est un scope de boîte qui ne va pas forcément intéresser les banquiers d'affaires qui vont mener des opérations d'exit, en fait, qui vont accompagner ce genre d'opérations. Et je trouve que là, en fait, en France, il n'y a pas vraiment, tu vois, alors qu'en plus, on traverse une crise, donc ce genre de questions, tu vois, de l'exit, tu vois, organiser les rachats, les reventes, etc., il devrait y avoir plus ce genre d'acteurs, en fait, qui se lancent dans ce genre d'opération. Et moi, je découvre ça, et donc je discute avec, tu vois, certains de ces acteurs. Comme je te disais, c'est pas les banquiers de la place qui vont couvrir ce genre de dossier, c'est plutôt des banquiers indépendants, et il faut faire des matchs entre des boîtes qui vont avoir, voilà, une belle techno, ou une belle équipe, ou un beau portefeuille client, et tu vas lui présenter un potentiel acquéreur. Ça, c'est intéressant.
c'est aussi des choses, tu vois, qui ça, sont... c'est des choses que tu peux refaire en fait aujourd'hui, quoi. C'est des choses qui m'intéressent, c'est des choses, tu vois, que j'essaie de mettre en place. Nous, on a toujours été, en fait, à la mano et artisanaux, hein. Tu vois, à la différence de nos startups, nous, c'est de l'humain qu'on vend. Et donc ça, c'est quelque chose pour lequel je prends du plaisir à commencer à rencontrer des gens pour ça, parce que c'est pas moi directement, mais moi, tu vois, je m'intéresse à quel genre de banquier pourrait aider tel genre de start-up et avec quelle start-up on pourrait matcher tel corporate, enfin, tu vois. Ouais. Ce genre de choses, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir aussi les gens qui sont bons là-dedans. Non, et puis ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est les sujets qui sont traités par nos boîtes, parce que les dernières boîtes qui sont rentrées dans The Family, c'était aux alentours de 2021. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vois les sujets traités qui sont des sujets de société d'aujourd'hui. En fait, vraiment les sujets importants, le climat, l'agroalimentaire, l'intelligence artificielle, enfin, tu vois, ce type de sujets qui nourrissent la réflexion, les échanges sont intéressants avec eux. Enfin, voilà, donc je prends enfin beaucoup de plaisir à accompagner ce portefeuille. Et donc, sans la pression de fou qu'on avait avant. Ouais, ok, donc ça, je comprends bien. Et moi, j'avais une question. En fait, ça, que The Family a souvent été, du coup, reconnu comme un acteur phare sur la place parisienne, française, des startups. En plus, vous avez ce lieu, 25 rue du Petit Musc, qui était un vrai moulin, quoi, où tu pouvais rentrer comme tu voulais. On avait Paris, on avait Londres et Berlin. Donc, tu avais vraiment 3 espaces qui étaient dédiés à la rencontre, qui étaient dédiés au lien, à l'échange. Et c'était autant des étudiants, tu vois, ou des gens de tel incubateur, ou des journalistes, des investisseurs. Enfin, vraiment, il y avait une espèce de brassage où 3 fois par semaine, 200 personnes autour d'un sujet allaient se rencontrer. Il fallait juste s'inscrire. Il n'y avait pas de badge à l'entrée, effectivement. Et tu rentrais là-dedans et tu étais invité à rencontrer l'autre autour d'un sujet qui te passionnait. Et je pense que c'était ça le coup de génie de The Family, s'il devait y avoir un coup de génie, tu vois, c'est d'avoir cru et investi dans le lien. Et c'est ce qui manque, tu vois, un écosystème vivant, un écosystème qui avance, ce sont des gens qui se reniflent, ce sont des gens qui se rencontrent, ce sont des gens qui s'écoutent, qui passent du temps ensemble, qui échangent des idées et voilà, qui ping-pong. Tu vois, le nombre de startups qui sont créées parce que sur un malentendu, des mecs se sont croisés à une conférence qu'on avait organisée et où les gens, parce que tu veux, l'équipe de The Family était vraiment formée à encourager, à faire que les gens se parlent. Parce que c'est pas. Il y avait une sorte d'enthousiasme quand on rentrait là-bas qui était assez inédite, quoi. Et il y avait un enthousiasme, mais il y avait aussi un côté what the fuck, c'est-à-dire il y avait quelque chose où viens avec ta différence. En fait, tu vois ici, c'est invitant, c'est chaleureux. On va pas te coller une étiquette et tu nous intéresses. Parle-moi de ta vie. Qu'est-ce que tu fais ? Et cette attitude-là, c'est fou, en fait, comme elle manque en France, je trouve. C'est fou comme, tu vois, et c'est vrai que nous, ce qui nous est arrivé, alors désolé de revenir au sujet un peu dramatique, mais je trouve que la réponse de l'écosystème a été, en tout cas locale en France. J'ai reçu beaucoup de soutien de plein d'entrepreneurs. Attention, tu vois, je veux pas dire que... Mais il y a eu un silence, et comme une espèce de gêne et d'un truc un peu assourdissant pour Nicolas et moi, alors qu'on savait très bien que c'était le sujet numéro 1, tu vois, dans les couloirs. Le truc n'a pas été traité comme quelque chose, tu vois, qui nous fait tous level up, genre, parlons-en, quoi, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que j'ai reçu énormément d'emails, de témoignages, de messages de gens que je connaissais pas et qui me disaient « Putain, il m'est arrivé la même chose. Dans ma boîte, moi aussi, il y a eu une malversation, machin. » Et en fait, quand il y a un sujet où tout le monde te dit, enfin, beaucoup de gens te disent moi aussi j'ai subi ce préjudice, mais que de l'autre côté il n'y a aucune discussion de place, il y a aucun, tu vois, qu'il y a trop de honte autour de ce genre de sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il y a un malaise, ça veut dire qu'il y a un tabou. En fait, c'est hyper intéressant en fait ce que tu dis, parce que tu vois, on va mettre les pieds dans le plat. Moi, le premier, je n'ai jamais parlé de cette affaire publiquement.
Pourtant, forcément, comme tout le monde, j'ai un avis. En fait, si je devais me mouiller un peu, tu vois, moi, en fait, le truc, c'est que moi, je fais partie des enfants de The Family. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à consommer vos contenus, ça m'a vachement inspiré. Après, moi, j'ai eu la chance, en plus, de pouvoir faire partie de la famille directement. Je n'étais même pas un cousin éloigné ou quoi. On était assis à table avec vous. Et en fait, ce que Oussama nous a apporté, ce que toi tu nous as apporté, ce que The Family nous a apporté, c'était énorme. Et en fait, d'un coup, il y a ça qui éclate. Et en fait, même si on a tous un avis sur ce qui s'est passé et une conviction, c'était très difficile, à un moment donné, comme à des enfants dans un tribunal, de dire « tu préfères qui, papa ou maman ?» Même si tu sais que papa, il a levé la main sur maman, tu vois. Tu vois un peu ce truc, peut-être qu'il y a... Ok. Elle était chaude, ma métaphore. Tu vas sur la métaphore filée de la famille, très bien. Si tu veux. C'était peut-être maladroit de ma part. Mais c'est en fait, si tu parles en fait un peu de comme tu dis, de ce silence assourdissant, en fait, c'est qu'à un moment donné, je pense que c'est beaucoup de gens. En fait, on ressentait ça en disant, mais ouais, nous, en fait, on n'a pas envie publiquement de prendre parti, même si on a un avis, tu vois. J'ai la chanson de Pink c'est sur Family Portrait. Ouais. Mais en fait, la projection du divorce des parents, elle est malaisante pour moi. Même si je comprends complètement et j'entends et j'accepte que, tu vois, ça fasse partie effectivement, c'est nous aussi, on a appris l'image de The Family, on s'est appelé The Family, c'est tellement le privé, en fait, la famille qui ressurgit. Là, en fait, on est dans un contexte business. On est dans un contexte normalement, c'est no hard feelings, c'est que du business. Exactement. Et donc, du coup, on s'est pris les pieds dans notre propre métaphore à nous, puisqu'on s'est appelé comme ça. Donc, ce genre de projection, je vais pas t'en vouloir de l'avoir, puisqu'on s'est fait appeler The Family et que c'est en l'occurrence, c'est pas un homme contre une femme. Hein. Oui, j'ai pris l'exemple du couple, pardon. Non, mais bien sûr, mais c'est normal. La métaphore filée jusqu'au bout, en fait, et le nom jusqu'au bout, tu vois. Donc, je peux pas t'en vouloir de ça. Maintenant, si tu veux, c'est pas un divorce entre deux parents. C'est, si tu veux, et ça n'enlève rien à tout le bien et toute la lumière j'utilise ce mot vraiment en le pensant, qui a pu émaner de notre ancienne associée. Tu vois, je me suis pas associée avec ce bonhomme aussi pour rien. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Et c'est juste dommage, en fait. Enfin, si tu veux, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui fait quelque chose d'aussi grave, on peut pas ne rien dire et ne rien faire, c'est tout. Et en fait, faut pas cautionner ce genre de comportement. Il faut ne pas les accepter, il faut les dénoncer. Et j'irai même plus loin, en fait. Un écosystème sain, c'est un écosystème qui, tu vois, ne laisse pas passer ce genre de choses, qui nomme les choses. Et voilà, j'ai vraiment eu à vivre ce truc. Et moi, je suis la première à être déçue. Et ça m'a également, tu vois, mis dans la position dans laquelle toi-même t'étais. Enfin, je sais pas si t'imagines. Oui, bah toi, t'étais aux premières loges. Ah oui. Mais maintenant, non, il faut, tu vois, faire front par rapport à ce genre de comportement. Parce que ce genre de comportement, ça amène à rien de bon. C'est de la destruction. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, enfin, tu vois, derrière qu'est-ce qui est possible de faire quand on ne peut pas faire confiance aux gens, quand ils sont capables de faire ça? On sombre dans un monde de défiance où, en fait, il n'y a plus d'innovation possible, il n'y a plus de business possible. Enfin, tu vois. Ça veut dire de rebondir après ça. Non, mais on va dire complètement d'accord avec ça. Évidemment que bah voilà, donc il faut y aller. Et en fait, si tu veux, ce que j'apprécie dans ta remarque, c'est le fait que tu partages à cœur ouvert la sensation que tu as eue. Et ça, vraiment, merci. Et c'est OK, en fait. C'est juste que, une fois que tu t'en rends compte, faut faire le pas d'après, qui est, bon, bah maintenant, je vais aider, alors, tu vois, on va dire le gros mot victime, parce que c'est pas moi qui suis victime, c'est la structure, en l'occurrence, c'est les investisseurs, etc., qui sont victimes, mais c'est aussi les entrepreneurs par ricochet, hein, parce que c'est quand même une réputation et une marque qui ont été détruites, d'accord ? Donc, je vais protéger la victime. Tu vois, il y a un coup où je suis interloquée, je suis dans le, comment dire, une forme de, ouais, je suis choquée, et puis il y a le deuxième coup, ok, ben maintenant, je vais aller aider ceux qui ont été heurtés.
Voilà, ça c'est important. Tu vois, là, on est sur de la métaphore de la famille, etc. Tout à l'heure, tu parlais du viol et des machins. Tu vois, de ne pas rester juste dans sa position de « Oh là là, c'est compliqué à penser, je ne veux pas prendre parti, ça me renvoie à mes traumas, à moi, de ce qu'on peut tous avoir vécu si on a des parents divorcés ou ce genre de choses. » Et donc ensuite de dire « Bon, bah, maintenant, je suis avec toi, je te crois. » Et on avance, on répare. Et ensuite, il y a la justice qui intervient et qui va avoir aussi ce bénéfice, qui va avoir cet impact positif de pouvoir avancer. Et puis après, enfin, on peut tu vois, sortir de cette situation de victime. Ouais, non, mais on est complètement OK avec ça. Et puis pour enchaîner sur un sujet plus global qui est le sujet The Family, parce que ça, moi, c'est l'expression que j'ai utilisée. C'est que du coup, nous, on se considère comme des enfants de The Family. Pas des enfants d'Oussama et Alice, tu vois, mais des enfants de The Family. Et parce que ça, The Family avait ce petit quelque chose, même ce grand quelque chose qui était quand même hyper original, what the fuck, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, alors déjà, parce que vous avez, en fait, il y a eu un gap avant cette affaire, parce qu'en fait, il y a été le Covid, où vous avez du coup fermé le lieu, quand même, qui était votre outil principal de rayonnement de The Family, de rayonnement des startups du portefeuille, et de tout ce côté éducation, conférence que vous aviez. Depuis cette fermeture, toi, est-ce que tu vois certaines initiatives à Paris ou en France ou ailleurs où tu te dis tiens le flambeau il va être passé, ou est-ce que tu te dis ouais non, pour l'instant il n'y a pas grand chose qui me fait triper là-dessus, ou alors ou même tu te dis en fait on a vu le bon momentum, mais peut-être qu'en fait maintenant ça n'a plus lieu d'être, ce type de lieu, ce type de culture. Ouais, il y a trop de bonnes questions dans une question, désolé, Hugo, là. Comme je voulais pas les perdre, j'ai tout balancé. Ok. Sur le changement d'époque, c'est vrai qu'avant cette crise, en fait, il a détourné des fonds pile au moment qui était le moment le plus difficile pour The Family. On était en plein Covid, on devait fermer les locaux. Nous, on est une boîte anglaise, donc on n'avait pas les PGE. Enfin, tu vas payer aussi cher le loyer alors que tu n'utilises pas les lieux à Paris, Londres et Berlin. Ça n'avait aucun sens. Parce qu'on va le redire, hein, ce lieu, notamment à Paris, je ne sais plus combien de mètres carrés il y avait. Mais 1200. 1200 mètres carrés, en plein cœur de Paris, dans le Marais. Sous une verrière magnifique. Non, oui, c'était Saint-Paul. Ouais, c'est ça, ouais. Bastille. Donc voilà, on vous laisse imaginer le loyer. Ouais. Et donc la question que tu poses, c'est est-ce que tu as vu des choses et qu'est-ce qui a changé depuis Covid ? En fait, pendant Covid, tout le monde s'est un peu adapté, tant bien que mal. Génial, le remote, c'est de la balle. Bon. On en est tous revenus en mode j'en peux plus des Zooms, j'ai envie de voir des gens en vrai. Entre-temps, il y avait quand même quelque chose qui s'était fragilisé. Pour moi, il y a eu une fragmentation du monde à ce moment-là. Bon, d'abord parce que les frontières se sont refermées, mais même si elles se sont réouvertes après, il y a comme une espèce de prise de conscience. D'abord, il y a eu les rapports du GIEC, tu vois, sur le monde, en fait, la façon dont on l'organise, la façon dont on produit, tu vois, ça va pas. Et finalement, je crois pas que les frontières se soient réouvertes avec le remote, etc., où on s'est dit, pourquoi voyager, ça pollue et j'ai Zoom. Et donc, je trouve que dans les écosystèmes, en plus, tu avais la crise tu vois, des startups, il y avait plus de financement, etc., et il y a eu de moins en moins de mélange, de frottement, etc. Et c'était un mouvement qui avait déjà été initié, en tout cas au niveau de l'Europe, avec le Brexit, ou, si tu veux, le fantasme de la Single Digital European Platform, avec une harmonisation des règles au niveau européen, n'a jamais vraiment eu lieu. Donc, si tu veux, ça allait dans ce sens-là, où finalement, on s'est vachement recroquevillé sur nos pays, voire nos villes. Et donc, ça va pas dans le sens d'un brassage avec des étrangers qui passent souvent à Paris dans le milieu professionnel, que tu peux croiser lors des événements, des meet-up. Et ça, je pense que tu t'en vois de moins en moins, en fait, ce genre de brassage-là, comme il y a pu y avoir avant Covid. Donc ça, c'est plutôt conjoncturel. Mais sur le plan des initiatives de chacun des écosystèmes, on va dire, je trouve ça dommage parce que je vois pas trop ça se faire. Je trouve que, c'est frileux parce que il y a ce truc conjoncturel, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment ce désir du lion. Voilà, ce désir de mélanger, ce désir de faire se croiser les regards. Et je crois aussi que, si tu veux, c'est pas lié vraiment aux startups. Je crois qu'il y a un déplacement en ce moment en tout cas,
Après, peut-être que moi, chacun voit midi à sa porte. Moi, je suis impliquée par ailleurs dans une association qui s'appelle le Collège citoyen de France. Et c'est un peu un The Family pour les gens qui veulent monter en politique. Et je crois qu'aujourd'hui, les sujets, ils sont politiques, en fait. Je crois que là où ça a bougé, il y a un moment... Alors, il y a des startups qui vont être dans de l'activisme, et on en a chez The Family. Mais je crois que là, il y a des sujets, en fait, depuis Covid, quand je te parlais de prise de conscience, où les gens se sont rendus compte, attends... est-ce que l'environnement dans lequel je suis me va? Est-ce que je suis... tu vois, l'engagement citoyen, la ville, à quoi ça tient finalement ma survie si il y a une pandémie mondiale? À la proximité, etc. Est-ce que je connais ma ville? Est-ce que je connais tu vois, les habitants de mon quartier? Et comment je peux m'impliquer un peu plus? Commencer à avoir cette prise de conscience. Et en fait, elle n'est pas que, tu vois, moi, je ne le sens pas uniquement à mon petit niveau en France. J'ai l'impression même qu'en Silicon Valley, de ce que me disait une copine qui travaille là-bas, il y a aussi cette prise de conscience-là. Et quand tu parlais du changement d'époque, tu vois, moi, en 2013, quand on démarre The Family, personne n'en a rien à faire des startups. Et on est dans une Amérique de Obama et c'est la Silicon Valley avec des mecs qui veulent, tu vois, émanciper les individus avec le partage du savoir. Il y a ces idées des Creative Commons. Enfin, voilà. Il y a quand même un espèce de vent porteur comme ça, assez libéral et progressiste. Et long story short, tu vois, jusqu'à Covid, en fait, on s'est tapé Trump, le Brexit, et puis, en fait, tout d'un coup, cette espèce de retournement aussi de ce que la technologie peut faire. En fait, c'est aussi une menace pour les démocraties, c'est Cambridge Analytica, c'est en fait un enfermement des gens sur des plateformes, c'est l'hyper soi et c'est, tu vois, l'ère de l'influenceur, c'est des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on avait désiré, en fait, qui se passent. Et puis, en France particulièrement, c'est Macron et c'est la Startup Nation. Et en fait, à notre petit niveau de Family, je parle, je ne sais même pas où ça va, mais... Bon, t'inquiète, allons-y. Tu vois, en 2013, les gens qui candidatent à The Family, c'est plutôt des méga geeks, quoi. C'est des gens qui sont super tech. Ouais. D'accord. Et en 2020, les gens qui candidatent, c'est principalement des écoles de commerce. Vraiment, on est passé de l'un à l'autre. Et il y a eu une espèce de phénomène de mainstreamisation où monter une start-up, c'était plus du tout, tu vois, avoir un esprit pionnier. C'était finalement appliquer une route très tracée, très claire entre Mais en fait, c'est avec MVP, tous les... trucs. Et comme maintenant, il y a un peu le playbook en ligne. C'est ça aussi, en fait, c'est l'une des conséquences de cette surcréation de contenu, de cette suréducation. Maintenant, les gens, ils ont compris comment faire. Et du coup, enfin, c'est pas qu'ils ont compris, c'est qu'en fait, maintenant, tu peux trouver l'information et avoir justement le playbook et les étapes pour le faire. Et donc, c'est forcément les têtes bien faites qui vont le faire en premier, quoi. Quand je dis les têtes bien faites, c'est plutôt ceux qui sont éduqués en termes d'études. Pour moi, c'est plutôt une standardisation et une perte du risque. Ouais. C'est-à-dire que... et donc, une perte aussi de l'intérêt que peuvent avoir... et ce que ça montre aussi, c'est comme si tu veux... en fait, ça veut dire qu'il va y avoir énormément de software, parce que ça, là, je te parle de la boucle software, en fait, qui vont se ruer sur ce credo. Et je pense que Covid est un peu venu mettre une fin à ce truc-là. Et que la fenêtre de tir qui était celle du logiciel, tout le fait de softwareiser un peu n'importe quelle industrie, toutes les industries, elles ont été toutes softwarisées et qu'aujourd'hui, c'est autre chose. Et qu'aujourd'hui, avec toute cette prise de conscience, avec tu vois, le changement aussi d'environnement politique, avec... Enfin, ce qui se passe actuellement, tu vois, il y a un désir pour moi de s'engager, il y a un désir de sens, il y a un désir d'arrêter de détruire la planète, il y a un désir de participer à quelque chose qui marchera pour ses petits-enfants encore. Tu vois, il y a une envie de s'impliquer dans de l'hyper-local. Il y a donc le climat, donc l'agrotech, donc l'intelligence artificielle, pourquoi pas. Voilà. Donc, il y a des changements de sujets. Ça, c'est des nouvelles approches aussi. C'est pas les mêmes startups. Forcément, c'est pas la même façon de les accompagner.
Et je sais même plus pourquoi je te raconte tout ça, je me suis perdue. Voilà. Non, mais écoute, c'est pas grave. Parce que c'est vrai que... c'était sur les lieux, pardon. Ah oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu voyais des initiatives, notamment, en fait, qui oui, parce te faisaient un peu penser à The Family? Ce que je trouve un peu intéressant, si tu veux, c'est le prisme politique actuellement, parce que je pense que c'est important de regarder un peu ce qui se passe, que si tu n'as pas de paix sociale, tu n'as pas d'innovation, et que c'est pas donné qu'on sombre pas, tu vois, dans les extrêmes. Et ça, c'est important. Et je pense que, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste l'entrepreneur start-upper. Ce qui m'intéresse, c'est l'entrepreneuriat. Donc, c'est l'idée de se mettre en action, de croire en ses idées, de croire en soi et de faire un projet collectif et qui bénéficie au plus grand nombre. Tu vois, c'est pas qu'une histoire d'aventure, de levée de fonds, etc. Ok. Et vous, aujourd'hui, sur The Family, vous avez stoppé depuis 2021, du coup, l'accélération, on va dire, de nouveaux projets. Est-ce que, du coup, tu ne fermes pas la porte à demain reprendre des nouveaux projets dans, je sais pas, dans peut-être 1 an, dans 2 ans? En fait, je pense que là, depuis 2 ans, en fait, vous avez dû avoir une vision hyper court-termiste parce qu'en fait, chaque journée était une bataille qu'il fallait remporter. Et est-ce que là, tu recommences à repenser moyen ou long terme? Jure, tu me parles des 2 dernières années, je tremble. Je commence à, si tu veux, reprendre du plaisir. Donc, c'est déjà une chose. Donc, on sort du mode survie et on est dans un mode kiff. Je pense qu'on ne sera pas en mesure de se dire, OK, le projet de famille, et pourquoi pas, ce serait maintenant plus que juste prendre soin du portefeuille actuel, ce sera après le procès de Londres. Ok, donc là, on Novembre parle 2024. plutôt de 2025, quoi, grosso modo. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que... Comment, en fait, là, vous allez du coup, ça va être quoi, pardon, tes actualités, du coup, tout au long de l'année? Ça va être évidemment les dîners, tu reprends du coup les one-to-one, mais qu'est-ce que tu fais d'autre aussi, toi, Alice? Quoi, c'est-à-dire Est-ce que, je sais pas, tu es impliquée dans des assos? Est-ce que tu arrives à reprendre du temps pour toi? Est-ce que tu es... comment t'es, en fait? Écoute, je prends du temps pour moi, enfin, un peu, parce que c'est vrai que quand tu traverses un truc comme ça, tu vis plus, en fait. Tu es 100% branché sur l'antenne, enfin, sur la fréquence juridique. C'est très drainant. Donc là, l'idée, c'est de prendre du plaisir, effectivement, avec les 120 boîtes. Donc c'est beaucoup, en fait, parce qu'on est que 3. Hein. On n'est plus une grosse équipe comme on était avant. Et tant mieux, tu vois. C'est aussi prendre le temps d'accompagner ces boîtes-là, personnellement. Moi, j'adore effectivement aussi m'impliquer dans cet asso qui s'appelle le Collège citoyen de France. Donc là, on a accompagné 150 élèves depuis le début, depuis la création. Il y a une nouvelle classe, une nouvelle promo qui arrive dans 1 mois. 50 élèves, 3 mois d'accompagnement pour les aider à mettre en marche leur projet et pourquoi pas même qu'ils s'impliquent et qu'ils s'engagent et qu'ils gagnent des campagnes électorales. Ça, en fait, vous aidez des gens à se lancer en politique, en fait. Voilà, une école pour les politiques. Ouais, bah, c'est le The Family du projet politique parce qu'en fait, finalement, tu as un projet, tu as une vision, tu as une thèse, tu es impliqué dans une localité, tu as des choses à raconter sur un certain secteur, tu vois. Et voilà. Et comment vous faites pour faire ça sans être étiqueté, du coup? Parce que tu es multiparti, sauf les extrêmes. Ouais, voilà. Nous, c'est ce qu'on a. Le parti pris, c'est ça. C'est vraiment tout sauf les extrêmes. Ok, très clair. Alice, je pense que ça va être le moment peut-être de conclure, non? C'est le temps de conclure, ouais. Je sais pas, est-ce qu'il y avait peut-être d'autres messages, d'autres choses que tu voulais peut-être dire pour en profiter pour une fois que tu parles depuis longtemps? Écoute, peut-être le message le plus important, je pense, la leçon de cette histoire à la fin, c'est quand même la notion de responsabilité et de prendre ses responsabilités pour un dirigeant. Voilà, ça c'est, je pense, la leçon. Ce qui est tu vois, une petite anecdote dans cette histoire, c'est que la structure qui a été initiée par Oussama, en fait, on aurait pu, il était en option, et c'est certains investisseurs même qui n'étaient pas concernés par l'affaire qui nous ont dit « mais pourquoi vous ne liquidez pas la structure et vous laissez les 200 investisseurs qui ont été lésés se débrouiller directement
tu vois, avec Oussama. Et c'est une chose qu'on n'a pas faite parce que autant il n'a pas pris ses responsabilités, autant nous, on a choisi de les prendre et Nicolas a décidé de reprendre la direction de cette entité-là pour pouvoir faire qu'il demande voilà, des comptes en son nom et qu'il obtienne gain de cause au Caïman. Et pour moi, c'est ça le cœur de ce sur quoi on peut conclure, en fait. C'est la notion de responsabilité, de prendre ses responsabilités en tant que dirigeant. Je ne sais pas si j'aurais convaincu tout le monde, mais à la fin, ce que je veux dire, c'est que tu vois, ça fait partie du rôle, en fait, tu vois, de l'entrepreneur que d'assumer ses responsabilités. Bah écoute, je pense que c'est un très beau mot de la fin. En tout cas, merci Alice. Je sais que c'était pas simple pour toi pas du tout, de venir reparler de tout ça. En tout cas, merci pour la confiance et merci d'avoir pris ton temps pour te plier à l'exercice. Et en tout cas, merci encore pour tout. Merci pour tout ça. Et, merci Hugo. C'était pas un plaisir. Je peux pas dire que c'était un plaisir. Oui, je me doute. Mais non, mais j'ai aimé faire cet exercice avec toi. Eh ben écoute, merci à toi Alice, merci à tous, merci encore à Podspace qui nous invite. Et évidemment, mettez 5 étoiles, ça m'aide énormément, mais ça on le répétera jamais assez. Prenez vos responsabilités, soyez de bons entrepreneurs, vive l'entrepreneuriat, vive la France et vive l'amour. Allez, ciao ciao. Love.